Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je suis ravie de vous retrouver pour un épisode FAQ Paye ta carrière. Comme d'habitude, le lundi soir, je viens répondre à 5 des questions que vous m'avez posées dans la boîte à questions du vendredi. Et je réponds également aux questions que vous avez en direct. Donc coucou tout le monde, je récupère ma feuille, je viens de la faire tomber. Coucou sur TikTok. Alors ce soir, je suis en simultané sur Instagram et TikTok. J'espère que vous allez bien. On est là pour répondre aux questions que vous avez sur votre paye, sur votre carrière. Donc n'hésitez pas à les laisser dans le chat. Je prendrai aussi le temps de répondre aux questions des personnes qui sont là en direct. Côté TikTok, n'hésitez pas à tapoter pour faire monter le live. Ce sera avec plaisir. Et sans plus attendre, on passe au vif du sujet, les questions que vous m'avez posées. J'espère en tout cas que vous avez passé une belle semaine, tout le monde. Donc, la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce possible de garder le même salaire en passant à 80%? Coucou Mimi, j'espère que tu vas bien. Alors, passer, tout est possible, j'ai toujours ça, tout est possible dans le monde du travail, il faut juste savoir le négocier. Donc, la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ton employeur voudrait te payer la même chose alors que tu fais 80% de boulot de moins. Si tu sais répondre à cette question et si tu sais prouver à ton employeur qu'il a tout intérêt à continuer à te payer au même salaire, même si tu vas faire 80% du travail en moins, eh bien, tu as la solution pour continuer à gagner le même salaire en faisant 80%. Concrètement, ça veut dire que soit peut-être aujourd'hui, tu n'es pas tout à fait bien payé par rapport au travail que tu fais et même en passant à 80%, eh bien, tu vas pouvoir avoir de l'argent supplémentaire pour être réaligné par rapport au marché, ou sinon ça veut dire que peut-être tu vas avoir une promotion, augmenter en responsabilité sans que ton temps de travail soit impacté. Ça reste quand même des cas assez marginaux, mais il n'y a pas du tout de raison que ça fonctionne de manière standard et normale. Coucou Mimi, merci Mimi qui dit continue de sourire, ça donne du baume au cœur. Et bah écoute, ça me fait hyper plaisir, je suis ravie de partager un peu de joie de vivre en ce temps un peu morose, il est un peu aléatoire le temps en ce moment. Donc voilà, coucou sur TikTok, n'hésitez pas à laisser vos questions sur le chat, j'y réponds avec plaisir. On parle RH, paye, carrière professionnelle, donc lâchez-vous. Ok, on passe à la question numéro 2 que j'ai reçue. C'est quelqu'un qui me demande, qui me dit, il y a la fermeture du cabinet pour les congés payés et la durée de la fermeture du cabinet pour les congés payés, elle est supérieure aux congés payés que la personne a acquis. Et du coup, ça se passe comment pour les congés? Puisqu'il a pas assez, admettons qu'il ait qu'une semaine de congés d'acquis parce qu'il vient d'arriver dans l'entreprise, ça fait pas assez longtemps, et que la boîte pour Noël, elle va fermer 2 semaines. Comment ça se passe pour la semaine où je n'ai pas assez de congés? Est-ce qu'il y a des congés qui vont être pris par anticipation sur l'année prochaine, des congés qui n'auraient pas été encore acquis? Ou est-ce que, comment ça se passe? Eh bien, il faut savoir que l'employeur n'a pas d'obligation à vous donner des congés en anticipé sur des congés qui n'ont pas encore été accumulés. Les congés, ça se calcule de juin à mai dans le cas standard. Vous pouvez avoir une périodicité différente en fonction de votre entreprise, mais la plupart du temps, c'est de juin à mai. Donc, à partir de juin, on commence à accumuler des congés qu'on va commencer à poser à partir de juin de l'année prochaine. Mais dès le mois de juin, dès que je commence à accumuler mes 2,5 jours ou mes 2,08 jours, je peux commencer à poser ces 2 jours que j'ai posés. Par contre, au mois de juin, je vais pas pouvoir poser 5 jours si je suis arrivée le 1er juin parce que à la fin du mois de juin, j'aurais accumulé que 2,5 jours. Et donc, c'est hyper important de comprendre comment ça se passe pour ces jours de congé. Et les personnes qui vont être touchées par cette situation, c'est les personnes qui étaient pas là. Parce qu'en général, si tu étais là auparavant, l'employeur, tu sais que l'entreprise, elle ferme 2 semaines au mois de décembre, l'entreprise, elle va te dire, pose tes 2 semaines au mois de décembre. Par contre, quand tu viens de changer de job, et c'est pour ça que moi, je dis toujours, dans les questions que vous posez en entretien, quand vous vous apprêtez à rejoindre une entreprise, demandez toujours, est-ce qu'il y a des périodes de fermeture annuelle pour les congés? Parce que ça, c'est hyper important à savoir parce que vous allez pouvoir négocier le maintien de votre rémunération avant de rentrer dans la boîte et comme ça, vous n'aurez pas ce dilemme-là ensuite. Et donc, dans le cas où l'employeur refuse de vous passer vos compteurs en négatif, parce que quand il passe les compteurs en négatif, il a un risque. Si par exemple, vous arrêtez de venir, vous tombez malade, il se retrouve avec de l'argent à vous reprendre parce qu'il vous a prêté des congés que vous n'avez pas acquis. Et donc là, l'employeur va vous mettre en congé sans solde. En congé sans solde, ça veut dire qu'il y aura une semaine qui sera sur le congé payé et une semaine qui sera à 0, où vous allez vous retrouver sans rémunération pendant la semaine de congé de fermeture annuelle pour congé de l'entreprise.
le cas, si vous étiez inscrit au Pôle emploi avant de signer votre CDI dans cette boîte-là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez aller voir et que vous perceviez l'ARE ou l'ASS, donc l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi, ou l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique. Vous pouvez demander à votre employeur de vous donner une attestation comme quoi vous n'avez pas assez de congés et qu'il y a des congés qui vont pas être cumulés, pour que vous puissiez la donner à votre entreprise et pour que vous puissiez la donner au Pôle emploi. Et à ce moment-là, le Pôle emploi va vous redonner une indemnité par rapport à l'ARE que vous aviez perçue. Mais c'est le seul cas. Si vous aviez démissionné d'une boîte et que vous êtes passé directement par une autre boîte sans passer par Pôle emploi et que vous êtes pas renseigné pour savoir comment ça se passe si l'entreprise ferme, bah vous risquez de vous retrouver avec du congé sans solde qui va passer, donc un salaire qui est tronqué sur ce mois-là. Ça marche? Donc voilà, super, merci pour les cœurs sur TikTok, ça fait hyper plaisir. Donc ça, c'est la question numéro 2. Attention, attention, si vous changez de job, demandez toujours cette question en entretien. On passe à la question numéro 3 qu'on m'a posée sur la story Instagram. C'est... alors attendez, c'est quoi la durée d'une négociation de rupture conventionnelle? Alors, il n'y a pas de durée standard pour négocier une rupture conventionnelle. Pourquoi? Parce que une négociation de rupture conventionnelle, par essence, dans le mot rupture conventionnelle, c'est dire on se met d'accord. Donc en fait, quand ton employeur va te proposer une rupture conventionnelle, t'as pas l'obligation de dire oui, t'as même pas l'obligation de lui répondre si t'as pas envie de lui répondre, et inversement pour ton employeur. Donc on peut imaginer que je demande une rupture, on me répond pas, on me fait balader, etc. Ça peut durer très longtemps. Donc la négociation en soi de rupture conventionnelle, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de notion, parce que on se met d'accord, on négocie, on peut négocier pendant très longtemps, il n'y a pas de durée fixe. En revanche, la procédure de rupture conventionnelle, elle a une durée minimale. Elle n'a pas de durée maximum, mais elle a une durée minimale. C'est-à-dire que quand vous allez négocier une rupture conventionnelle, admettons que vous vous mettiez d'accord avec l'employeur, il dit OK, vous dites OK, eh bien vous allez signer une convention de rupture conventionnelle. À partir du moment où vous signez cette convention de rupture conventionnelle, il y a un délai de rétractation de 15 jours qui va s'écouler. Pendant ce délai de rétractation de 15 jours, vous, comme l'employeur, vous pouvez décider de dire finalement, j'ai changé d'avis, ok, j'ai signé une rupture conventionnelle, mais finalement, j'en veux plus. Donc, moi, je vous dis toujours, c'est bien d'avoir signé la rupture conventionnelle, c'est bien d'avoir dit oui, le oui de principe, mais si l'employeur, pendant les 15 jours de rétractation, vous décidez de faire un peu n'importe quoi et il revient sur ses paroles, attention, rien n'est gagné tant que le délai de rétractation n'est pas passé. Déjà, une fois que le délai de rétractation est passé, l'employeur va prendre la convention de rupture et il va l'envoyer à la DRIT, donc la direction régionale de l'emploi sur le territoire. Alors, je sais pas exactement ça veut dire quoi le sigle, faudrait que je l'apprenne un jour quand même. Eh bien, quand il va l'envoyer à la DRIT, elle va avoir elle aussi 15 jours pour homologuer si oui ou non elle accepte la rupture conventionnelle. Attention, ça c'est 15 jours pour un salarié lambda. Si vous êtes un salarié protégé, c'est 1 mois qu'elle a. Et si vous êtes un salarié donc lambda, au bout de 15 jours, qui ne dit mot consent, si la DRIT, elle n'a pas envoyé un courrier pour dire je ne veux pas de cette rupture conventionnelle, ça veut dire que la rupture conventionnelle, elle est acceptée. Ça marche? Et pour le point numéro 2, les personnes qui sont des salariés protégés, eh bien pour les salariés protégés, il faut savoir que dans ces cas-là, vous allez avoir 1 mois où la DRIT peut faire un retour. Et il faut que la DRIT donne son accord. Si elle n'a pas donné son accord, vous ne pourrez pas avoir votre rupture conventionnelle. Donc ça, c'est les 2 cas de figure. Donc au minimum du minimum, entre le moment où vous vous êtes mis d'accord, vous avez signé la rupture conventionnelle, il se passe minimum 1 mois entre le moment où vous avez signé, où vous partez. Dianoub qui me demande qu'appelles-tu un salarié protégé? Un salarié protégé, ça va être par exemple les représentants du personnel, les personnes qui vont être syndiquées. D'accord? Arlette qui est mort de rire, qui me dit donne-nous le nom de la mèche. Arlette, on est ici pour des choses sérieuses, pardon, faut quitter. C'est ça aussi, après, on vous prend pas au sérieux sur TikTok. Mais je rigole. Donc, voilà. Oui, c'est ça, un salarié protégé, donc les représentants du personnel, etc. Parce que l'employeur ne peut pas vraiment faire ce qu'il veut, parce que c'est des gens qui ont des responsabilités à l'entreprise et des fois, ils peuvent être un petit peu, on va dire, subir des représailles, donc ils sont plus protégés et à ce moment-là, on va pas pouvoir, voilà, avoir de rupture conventionnelle. Avec plaisir, Dianoub.
Arlette qui dit tout est sérieux, même les mèches. Laisse-moi tranquille, Arlette. Donc, on passe à la question numéro 4. Pourquoi on évoque l'équité salariale dans les arguments en renégociation salariale? Alors, ça c'est une question d'une abonnée qui me demande pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on te dit non, on peut pas t'augmenter, c'est juste pour te dire oui mais ce serait pas juste pour tes collègues, etc. Donc vraiment il faut comprendre que votre employeur il a ses enjeux, il a ses raisons d'accepter ou de refuser des ruptures conventionnelles. Et notamment, une des règles qui est évidente et logique pour beaucoup d'entre nous, c'est à travail égal, salaire égal. Donc si votre employeur vous paye 50 000 euros pour un job et que votre collègue qui fait exactement le même taf, il le paye à 30 000 euros, ben un jour, si votre collègue demande des comptes, votre employeur, il va devoir justifier de pourquoi il vous paye 50 000 euros et lui 30 000 euros pour le même job. Cela dit, vous, c'est pas forcément un argument recevable pour refuser de vous augmenter. Parce que la plupart du temps, les entreprises qui se cachent derrière l'équité salariale pour ne pas vous augmenter, c'est vous demandez une augmentation de salaire parce que vous n'êtes pas payé au prix du marché. Vous êtes sous-payé par rapport à votre valeur. Et vos collègues aussi, ils sont tous sous-payés par rapport à leur valeur. Sauf que peut-être que eux, ils viennent pas réclamer le salaire qui leur est dû. Sauf que eux, peut-être, ils savent pas trop qu'ils sont pas sous-payés ou peut-être que c'est pas quelque chose qui les intéresse énormément. Et vous, il faut recentrer le débat. Ok, je comprends que vous vouliez pas qu'il n'y ait pas d'inégalité au niveau du salaire avec mes collègues, mais en revanche, il y a une inégalité de salaire par rapport au marché. Et moi, je peux pas accepter d'être sous-payé juste pour qu'il n'y ait pas d'inéquité salariale avec les salaires. Peut-être que c'est l'intégralité de votre politique salariale dans ces cas-là qu'il faut revoir si tout le monde est sous-payé. Et donc ça permet de recentrer le débat. C'est pas parce que les autres voulaient sous-payer que moi je vais accepter d'être sous-payé. Donc vraiment, n'hésitez pas à réinsister. Après, comme je le dis souvent, si vous voulez vraiment que les choses changent, souvent, il n'y a pas d'autre choix que de changer de boîte. Si vous êtes dans une boîte, vous êtes un service de 10 personnes, tout le monde est sous-payé et le salaire n'est jamais augmenté, il y a peu de chances que l'entreprise vous augmente juste vous et laisse les 9 sous-payés. Ils ont l'habitude de trouver des gens qui acceptent de travailler pour ces salaires-là. Donc vous aurez beaucoup plus de chances d'être payé à votre juste valeur en changeant de boîte. C'est le plus rapide, le plus simple. Il y a Rose White qui dit « Je cherche une alternance dans le BTS informatique, s'il vous plaît. Je ne suis pas recruteuse, je ne peux pas t'aider, Rose White. Je te souhaite beaucoup de courage dans ta recherche. J'accompagne les salariés à négocier leur salaire, à comprendre leur bulletin de paye, à vérifier leur bulletin de paye, à négocier un départ, mais je ne suis pas recruteuse, donc je peux pas vous aider sur ces sujets-là, malheureusement. Ok, le point suivant, c'est mon boss refuse de me payer le surplus des IJ-MAT. Les IJ-MAT, c'est quoi? C'est les indemnités journalières de maternité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes en maternité, le calcul de la maternité fait que vous allez généralement gagner plus d'argent que quand vous êtes en train de travailler. Je répète, quand vous êtes en congé maternité, généralement, vous allez gagner plus. Les indemnités journalières de maternité sont plus avantageuses que le calcul de votre salaire habituel quand vous avez charbonné tout le mois à l'école. Ça, c'est au travail, pardon. Ça, c'est valable à condition que votre salaire soit inférieur au plafond de la sécurité sociale qui est à 3 668 €, si je ne me trompe pas, mais dans ces eaux-là. J'ai oublié le plafond de la sécu. Donc, c'est à peu près à ces eaux-là. Si votre salaire est supérieur au plafond de la sécurité sociale, eh bien, là, vous n'allez pas généralement avoir plus parce que le législateur, la sécurité sociale, elle vous paye que dans la limite de ce plafond-là. Donc, si vous gagnez 10 000 € par mois, la sécurité sociale, quand vous êtes en congé maternité, au maximum, le salaire qui va être pris en compte pour calculer votre indemnité journalière, ce sera le montant du plafond de la sécurité sociale, donc à peu près 3 668 €. Et du coup, il faut prendre ça en compte parce qu'il y a des employeurs qui pratiquent ce qu'on appelle la subrogation. La subrogation, c'est quoi? C'est le principe de dire à la sécurité sociale, écoutez, moi, mon salarié, je vais lui maintenir directement son salaire, je vais le payer normalement, comme s'il avait travaillé dans le mois. Et par contre, les indemnités journalières que vous allez calculer, c'est moi qui vais le recevoir à sa place. Sauf que si, d'habitude, tu gagnes 2 000 € net, et que les indemnités journalières de la sécurité sociale, ça fait 2 200 € net à la fin du mois. Tu comprends bien que ton employeur, en plus de te verser ton salaire habituel, doit te rajouter le surplus, les 200 € en plus.
Eh ben si, Mimi, on va te payer plus alors que t'es pas là. Et donc l'employeur, il doit te reverser la totalité des indemnités journalières qui sont calculées par la sécurité sociale. Sauf qu'il y a plein d'employeurs qui ne le font pas. Et il y a plein de salariés qui ne savent pas qu'ils peuvent avoir un salaire plus élevé quand ils sont en congé maternité. Ça, c'est déjà par le mode de calcul de l'indemnité journalière de maternité, mais aussi parce que quand on calcule l'indemnité journalière de maternité, on va se baser sur les 3 salaires précédant votre date de départ en congé maternité. Donc, si avant de partir en congé maternité, tu as eu ta prime de 13e mois, tu vois bien que la base de salaire, elle est gonflée d'un mois en plus. Eh bien, ça fait que pendant ton congé maternité, tu vas avoir une super indemnité journalière. Et ça, la totalité de l'argent doit être reversée. Donc, s'il n'y a pas de subrogation, il n'y a pas de problème. Tu es en congé maternité, ton employeur arrête de te payer pendant le congé maternité et c'est la Sécu qui te vire directement le montant de tes indemnités journalières. Et j'ai eu ma soeur il n'y a pas longtemps parce qu'elle est en plein congé mat. Elle m'a dit, mais c'est trop bien, je gagne plus, la sécurité sociale m'envoie plus d'argent que quand je suis payée. Et oui, c'est le bonheur du congé maternité à partir du moment où ton salaire est inférieur au plafond de la sécurité sociale, je rappelle. Ok, ouais, il y a Mimi qui dit j'apprends un truc, je pensais que la garantie du net corrigeait les baisses, mais aussi les hausses. Eh bien, la garantie du net ne doit surtout pas corriger les hausses. Par contre, il y a plein de logiciels qui le font et c'est une erreur, c'est une anomalie. Il y a beaucoup de salariés qui perdent de l'argent à cause de ça parce que 4 mois de congé maternité à minima pendant lesquels, eh bien, on te corrige ton salaire à la hausse, ce n'est pas normal. C'est pas normal du tout. Et du coup, la différence, elle va dans la poche de l'employeur alors que c'est pas son argent. La maman, là, en congé maternité, elle veut bien ses sous, quoi. Et Sacred Flower qui dit « Ouh là là, c'est sûr que je me suis fait carotte, ma pauvre. » Et délai de prescription de 3 ans. Reprenez vos bulletins et allez chercher votre argent. Et du coup, merci Amy qui dit que mon live l'intéresse forcément. Je regarde juste un petit peu les questions qui sont posées côté TikTok aussi, où on me dit bonjour, ça va, salut Ebel, qui dit j'ai mon entretien annuel dans 2 mois. Pour toi, il faut demander une augmentation. Je sais pas, c'est toi qui dois savoir si tu dois demander une augmentation. Ton salaire, est-ce qu'il est aligné par rapport au marché? Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise? Quelle valeur t'as apporté à l'employeur? Et donc, si toutes ces questions, à la fin, tu te rends compte que oui, c'est justifié de demander une augmentation. Bien sûr qu'il faut demander une augmentation. On ne laisse pas passer un entretien annuel sans demander d'augmentation. Et généralement, 1 an, on fait le bilan sur qu'est-ce que je fais. Si tu dors pas dans l'entreprise, tu as forcément apporté de plus en plus de choses à l'employeur. Et du coup, ça fait que tu as gagné en expérience, en expertise et que généralement, ton profil vaut plus cher que l'année dernière. Et de combien en brut, je peux pas te dire, Ebel, ça dépend du métier que tu occupes, ça dépend de ton profil, ça dépend de ton salaire actuel. Et bien sûr, par contre, oui, il faut demander en brut. Alors, brut annuel, brut mensuel, il n'y a pas vraiment d'importance. Par contre, il est hyper important que quand tu vas demander ton augmentation de salaire, tu saches te représenter le brut annuel ou mensuel, combien il représente en net et qu'est-ce que ça comprend. Est-ce qu'on est en train de parler d'un brut annuel, juste le salaire de base ou le salaire de base avec les heures supplémentaires dedans, les primes de 13e mois, etc. pour être sûr qu'on parle le même langage et qu'on est en train de négocier la même chose, sinon tu risques de te faire avoir. Ok, je regarde. Amy qui dit en arrêt maladie depuis le 24 juin, fiche de paye à 0, celle de août à 74,76, non versée à ce jour. Alors Amy, faudrait voir du côté de la sécurité sociale combien eux est-ce qu'ils ont calculé de indemnité journalière pour toi. Est-ce que tu as bien reçu ce que tu devais recevoir par rapport à ce que la Sécu a versé? Même quand vous êtes en subrogation, ça veut dire que l'employeur vous verse votre salaire ou les indemnités et lui il prend les indemnités de la journalière de la Sécu. Vous pouvez aller sur votre compte Amélie et voir combien a été viré à l'employeur et combien vous avez récupéré. Est-ce que les chiffres y matchent ou pas? Donc ça peut être déjà une première vérification. Et septembre à 0, normalement, il y a un maintien de salaire. Il y a ce qu'on appelle un maintien de salaire obligatoire. À partir du moment où tu as au moins 1 an d'ancienneté, l'employeur, eh bien, il est obligé de maintenir au moins 90% de ton salaire brut quand tu es malade. Et après, c'est pendant une durée variable en fonction de ton ancienneté. Donc, renseigne-toi parce que c'est pas forcément vrai.
Donc, je regarde aussi du côté Insta sur les questions. Manu Mada qui dit, et si on s'est arrêté avant le congé maternité? Si vous vous êtes arrêté avant le congé maternité, l'employeur, quand il va saisir les salaires, il est obligé de calculer ce qu'on appelle un salaire rétabli. Ça veut dire que même si vous avez eu des mois de salaire incomplets parce que vous avez été malade avant votre congé maternité, on va reconstituer votre salaire comme si vous n'aviez pas été absent pour en tenir compte dans le congé maternité. Donc, pour le calcul du congé maternité, c'est toujours au plus favorable pour vous. Soit vous étiez absent et du coup, on va reconstituer votre salaire pour avoir un salaire plein et le calculer sur les 3 derniers mois avant votre départ en maternité. Soit vous étiez là et vous avez travaillé jusqu'au bout et auquel cas on prend votre salaire avec les éventuelles primes que vous avez perçues avant votre départ. Et Mimi qui dit, je fais remonter à ma chef, effectivement, ce n'est pas normal. Et je le confirme, et j'ai vu l'anomalie dans beaucoup de services payes. Hein. Daniela qui demande, congé maternité et RTT, peut-on les conserver? Alors, ça dépend des cas, mais la plupart du temps, oui, vous pouvez les conserver. Mais attention, ça dépend si c'est des RTT qui sont calculés par rapport à du temps de travail supplémentaire que vous faites. Vu que vous êtes en congé maternité, vous ne faites peut-être pas forcément ce temps de travail supplémentaire. Et du coup, vous n'aurez pas forcément le droit à votre RTT. À vos RTT, il faut voir l'accord d'aménagement de RTT, ce qu'il prévoit en cas de congé maternité. Et ça dépendra des différents accords que vous avez. Est-ce que c'est normal de perdre la prime d'intéressement quand on est en arrêt maladie? Alors, faut savoir que la prime d'intéressement, c'est une prime qui est facultative. Donc, ça veut dire que chaque entreprise qui décide de verser une prime d'intéressement, elle va calculer les conditions de performance qu'il faut atteindre pour avoir le droit à la prime d'intéressement. Donc, il faut que tu regardes ton accord d'intéressement pour voir quelles sont les conditions qui ont été prévues et si qu'est-ce qui se passe en cas d'arrêt maladie pour les personnes. Et elle dit, sachant que cette prime d'intéressement tombe chaque mois en temps normal. Donc, faut que tu te renseignes sur ton accord d'intéressement. Il n'y a pas de règle globale qui s'applique à tout le monde là-dessus. C'est vrai que le comptable ne peut pas me compter une journée d'absence en congé payé avec moins d'1 an d'ancienneté. Non, c'est pas vrai, Miu Miu. Aujourd'hui, les congés payés, dès lors que tu les acquiers, tu peux les poser. Donc, si tu as envie de poser, si ça fait 1 mois ou 2 que tu es là et que tu as envie de poser 2 jours de congé, tu as tout à fait le droit à partir du moment où que tu dois le faire. Bernou qui me demande, en cas de licenciement pour inaptitude, les RTT seront-ils payés? Les RTT, ils sont payés, pas forcément. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation légale à payer les RTT, mais par contre, si tu as été dans l'incapacité de poser tes RTT, donc si une inaptitude en général ça fait suite à une longue période de maladie, auquel cas effectivement eh bien tu vas te retrouver à pouvoir prouver que t'as pas pu poser tes RTT parce que forcément tu étais en maladie tout le temps, et auquel cas tu vas pouvoir les avoir payés. Mais moi ce que je te recommande, c'est demander à les poser si à un moment donné tu reprends le travail ou tu as la possibilité de les poser, et si tu as un refus, comme ça tu as un courrier qui prouve que toi tu as voulu poser tes RTT, on t'a pas empêché, mais c'est l'employeur qui lui t'a empêché de poser tes RTT. Ça marche. J'ai plus d'1 an d'ancienneté, j'imagine, et en arrêt maladie en pensant que mon salaire serait maintenu. Or que non, mon employeur n'a jamais mentionné cela. Selon la convention collective, il y a 7 jours. Alors oui, au niveau légal, il y a 7 jours de carence. 7 jours de carence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant les 7 premiers jours, eh bien on te paye pas. C'est un peu comme les 3 jours de carence de la sécurité sociale. Quand tu tombes malade, si tu tombes malade 1 semaine, eh bien la sécurité sociale va commencer à t'indemniser qu'à partir du 4e jour de maladie. Les 3 premiers jours, elle ne te paye rien, même si tu es vraiment malade, que tu as justifié ton absence. Eh bien pour le maintien de l'employeur, en fonction des conventions collectives, en tout cas en fonction de la loi c'est 7 jours de carence, donc on commence à t'indemniser qu'à partir du 8e jour. Donc si tu es malade 3 jours, t'es payé par personne, ni par ta convention, ni par la sécurité sociale, et tu n'as aucune indemnisation, même si ton absence est justifiée. Par contre, on ne peut pas te sanctionner pour ne pas être venu travailler. Tu as justifié ton absence, mais tu ne travailles pas, quoi. Ça marche?
Il y a Fatim qui me dit: je suis enceinte, mon entreprise en redressement judiciaire, on me propose une rupture conventionnelle. Alors fais attention Fatim, parce que du coup faut voir si la rupture conventionnelle qu'on te propose elle est avantageuse. Il faut que tu vois qu'est-ce qui t'est proposé comme condition pour la rupture conventionnelle et voir si ça vaut le coup de l'accepter ou pas. Sinon peut-être que vaut mieux être licencié économique si l'entreprise a des difficultés, parce qu'une rupture conventionnelle, je le rappelle, ne doit pas avoir pour objectif de se substituer à un licenciement économique. Donc si l'entreprise est en redressement judiciaire et que toi ça t'arrange d'accepter la rupture conventionnelle, négocie une indemnité supérieure au minimum légal en fonction de tes intérêts. Mais voilà, faut voir le deal qui t'est proposé. Moi je jetterai pas tête baissée dessus, faut voir ce qu'il y a comme condition derrière. Mimi qui dit: il y a déjà une carence de sécu de 3 jours, ensuite 7 jours de carence. En gros, ça pousse à faire un arrêt de 15 jours. Pas vraiment, parce que en fait, si tu fais un arrêt de 15 jours, t'as quand même 2 semaines de salaire du coup en moins, et finalement t'auras que 1 semaine de payer, donc t'as quand même 1 semaine de salaire de perdu. Donc voilà, si t'es vraiment malade 2 semaines et que t'as pas le choix, tu vas les prendre parce qu'il faut que tu te soignes. Mais en gros, vaut mieux avoir 1 semaine en moins et garder ce maintien de salaire, parce qu'en fait, les maintiens de salaire, c'est limité aussi. Par année, vous avez droit à un certain nombre de jours de maladie sur lesquels vous serez indemnisé. Si vous les utilisez trop, après, le jour où vous êtes malade, vous avez droit à plus aucune indemnisation pour le reste de l'année. Donc voilà. Après, c'est des calculs à faire, mais effectivement, et c'est pour ça que moi, souvent, quand je dis attention, vous rejoignez telle ou telle boîte, checkez les conventions collectives d'une boîte à une autre. Les avantages ne sont pas du tout les mêmes d'un secteur d'activité à un autre. Là, j'ai eu quoi comme question? Ma chef m'a retenu de 6 jours de congé. Attends, j'ai pas le début de ton mail. J'ai commencé en juillet 2024 avec 1 semaine de congé obligatoire en août. J'ai eu la paye entière, mais ma chef m'a retenu 6 jours de congé payé. Est-ce normal? Si t'as pris 1 semaine et que tes congés payés sont gérés en jours ouvrables, oui, c'est normal d'avoir eu 1 semaine, 6 jours de retenue. Parce que en jour ouvrable, on acquiert 30 jours de congés payés, 30 jours de congés payés pour 5 semaines de congés payés. Ça veut dire qu'une semaine, on compte du lundi au samedi, et du coup, ça fait 6 jours déduits pour 1 semaine d'absence. Si tu es en jour ouvré, ça veut dire que tu acquiers 25 jours de congé pour 5 semaines, et quand tu poses 1 semaine, on t'enlève 5 jours seulement. Hop. Selma, ok. Je regarde les questions. Ebel qui dit: je t'ai répondu plus haut si tu as la possibilité de lire. Tu m'as répondu quoi? Attends, je remonte. Je traite le double de mes collègues, je sais pas quel est le montant le plus approprié, je ne m'y connais pas. Il faut que tu fasses une analyse de ta valeur marché, faut que tu consultes des études de rémunération par rapport à ton poste, à tes qualifications. Il faut aussi que tu vois, mais souvent on croit que parce qu'on travaille beaucoup plus que les autres, ça justifie un salaire plus élevé. Pas forcément. C'est pas parce que tu traites le double de tes collègues que tu vas forcément avoir une augmentation supplémentaire. Je dis toujours, ne confondez pas surcharge de travail et le fait de valoir plus. C'est-à-dire que si vous avez une surcharge de travail, vous êtes une personne, vous faites le boulot d'une personne. En faisant le boulot de 2 personnes, la seule chose que vous allez gagner, c'est un burn-out. Donc, vraiment, contentez-vous de vos missions, calibrez-les par rapport au poste, et soit tu fais le boulot de 2 personnes parce que toi tu sais mieux t'organiser, tu as des capacités de coordination, et à ce moment-là, négocie une promotion, propose à ton chef de le chapeauter, monte d'un cran par rapport à tes collègues et justifie que tu mérites un salaire plus élevé parce que toi tu as cette capacité, cette vue d'ensemble. Mais si c'est juste je travaille plus donc je dois avoir plus parce que tu fais des horaires pas possibles et tes heures supplémentaires elles sont jamais payées, c'est pas un bon deal pour toi. Tu es en train de perdre de l'argent, ton taux horaire il est pas bon. Ça marche? Et du coup, il y a Jolie qui me dit: c'est normal qu'on prenne 85 € pour suppression chômage. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça m'a pas l'air très normal. Après, je sais pas.
Après, je sais pas quelle est ta convention, je sais pas si tu es dans le privé, dans le public, etc. Mais normalement, non, on doit pas te prendre de l'argent, sachant que les cotisations chômage sur le bulletin de salaire, elles sont exclusivement patronales, donc ça doit pas avoir d'impact sur ton salaire net. Après, j'ai... Il n'a pas fait la subrogation et pour moi ça ne colle pas et la comptable dit que si. Alors n'hésitez pas sur Check ta paye, moi j'ai plusieurs expertes paye qui peuvent vérifier vos bulletins de paye. Alors c'est pas gratuit hein, naturellement, c'est des experts qui prennent leur temps pour faire de l'analyse de paye, mais si vous avez un gros manque à gagner, ça peut faire en sorte d'avoir une vérification approfondie de votre bulletin de paye. On vous donne un compte-rendu des anomalies, on vous donne un modèle de lettre de réclamation à envoyer à votre employeur et du coup, vous avez un entretien débrief pour nous poser vos questions et du coup, ça peut être utile. Donc, n'hésitez pas si ça vous intéresse à m'écrire en DM. J'ai eu de retour de congé maternité. Comment négocier un 80%, à négocier avant ou après le départ en congé mat? Et si on souhaite revenir à 100%, est-ce que c'est possible? Refus de l'employeur possible ou pas? Alors, faut savoir que vous pouvez, si vous revenez d'un congé maternité, vous avez ce que on appelle un congé parental qui est possible. Et donc, notamment, le congé parental à temps partiel. Le congé parental à temps partiel s'impose à l'employeur. Vous n'avez pas à le négocier, il n'a pas le choix que d'accepter. Par contre, là où il a le choix, c'est sur la répartition des horaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lui imposer, oui, mais moi je fais 80%, mais c'est le vendredi que je viens pas travailler. Il ne faut pas que ça désorganise non plus son service et il peut décider que ça va plutôt être le mercredi ou le mardi. Donc c'est une négociation. Moi, ce que je recommande, si vous avez l'intention de revenir à temps partiel, c'est d'en parler vachement en amont, de venir avec une approche orientée solution en disant voilà comment j'imagine mon retour, voilà comment ça va s'organiser et essayer de négocier un temps partiel qui va vous arranger. Mais dans tous les cas, tant que vous êtes en congé parental à temps partiel, donc si vous le passez en congé parental à temps partiel, l'employeur ne peut pas refuser à partir du moment où vous respectez les délais de prévenance et que vous prévenez suffisamment à l'avance. Vous envoyez bien tout ça par courrier recommandé pour prouver que vous avez fourni les informations. Il y a Mimi qui me dit, as-tu vu le projet pour le budget de la Sécu? Il souhaite changer de 1,8 à 1,6 SMIC. Ça va faire exploser la prévoyance pour les salariés et l'employeur. Effectivement, alors j'ai partagé, il va y avoir, on est en fait dans une période de restriction là au niveau de l'État. Donc les aides diverses et variées qu'il y a sur les bulletins de paye, elles sont un peu en train de sauter. Donc effectivement, il y a des projets. Pour l'instant, on n'a pas tous les détails. Mais effectivement, on rentre en mode restriction. Ça va diminuer les aides qui sont données aussi aux employeurs sur les cotisations sociales. Et ça a pour effet de faire en sorte que, du coup, votre employeur, il va être encore moins incité à vous augmenter. Parce que d'une part, ça lui coûte plus cher parce qu'il vous augmente. Mais aussi parce qu'il perd des aides en vous augmentant. Donc effectivement, ça va être compliqué la rentrée 2025. Enfin, le début d'année 2025. Combien de jours je peux mettre en CET? Alors Kiraz, le CET c'est pas une obligation légale par rapport au compte épargne-temps, donc c'est ton employeur qui va définir combien il te permet de mettre en CET et par rapport au congé payé qui te reste. Donc juste pour ceux qui savent pas ce que c'est que le CET, c'est un compte épargne-temps et quand les salariés il leur reste des congés à la fin de la période, plutôt qu'ils soient perdus, ils peuvent les mettre dans ce compte épargne-temps pour pouvoir ensuite épargner ces sous-là. Donc voilà. Il y a qu'est-ce qui se passe alors là je redescends, j'ai pas mal de nouveaux messages. Oh, j'ai raté des messages je crois. Miu Miu qui me dit mais merci pour ta réponse mais j'ai pas pris de vacances, c'était des vacances de l'entreprise. Alors j'ai pas compris, c'est l'entreprise qui a fermé mais toi t'as continué à travailler ou tu dis que c'est des vacances de l'entreprise parce que l'entreprise t'a imposé de prendre 7 semaines de congé alors que toi t'en avais pas envie. Si c'est le cas numéro 1 et que t'as travaillé et que eux ils étaient en vacances, oui c'est pas normal qu'on t'ait pris une semaine de congé et va réclamer que ce soit régularisé. Par contre si c'est l'entreprise qui a fermé et que de toute façon t'es pas travaillé
travailler, que ce soit pas toi qui aies posé les congés, bah là il s'en fiche. L'entreprise quand elle ferme, bah le salarié il pose des congés ou il est en sans solde, mais dans tous les cas soit t'es pas payé, soit tu poses tes congés, mais t'as pas vraiment le choix en fait, hein, malheureusement. À partir du moment, il faut savoir que sur les congés, c'est l'employeur qui a vraiment plus de pouvoir que le salarié pour déterminer si oui ou non j'ai le droit de partir en congé ou pas. Avec plaisir. Merci Carrière Pro qui me remercie. Ça va surtout augmenter le chômage, cette bêtise. Bah en plus, ils suppriment des postes hein, de conseillers au Pôle, enfin à France Travail. Donc bon, on va voir ce que ça va donner, mais à un moment donné, nous, en tant que salariés, on ne pourra pas absorber toutes les restrictions budgétaires possibles et imaginables. Donc, il va falloir qu'ils trouvent d'autres solutions. Peut-être pas dépenser autant à l'Élysée, mais trouver d'autres solutions pour économiser des sous, quoi. Donc, voilà. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui sont dans le chat. N'hésitez pas s'il y en a où j'ai raté la question à me la recoller pour que je puisse vous y répondre. Bonsoir, je voudrais savoir si c'est possible de faire un stage dans les RH. Alors, c'est possible de faire un stage dans les RH, pas avec moi parce que moi, je n'offre pas de stage dans les RH. Mais oui, bien sûr, c'est possible de faire des stages dans les RH. Après, il faut organiser ta recherche de stage de façon stratégique par rapport aux besoins. Les législateurs, ils ont qu'à baisser leur salaire, ça donnera l'exemple. On devrait leur suggérer ça. Est-ce qu'une entreprise peut juste indiquer sur un contrat XK euros plus variable sans préciser le montant du variable alors que oralement ils ont indiqué des montants? Alors Marina, moi je suis pas juriste, je ne suis pas avocate, donc je saurais pas te dire si c'est illégal, mais il faut savoir que déjà à la base un contrat de travail pour un CDI ce n'est pas obligatoire, c'est fortement conseillé. Je vous recommande de ne jamais commencer à travailler si vous n'avez pas signé de CDI. Mais à la base, il n'y a pas d'obligation. Si tu commences à travailler tous les mois et à la fin du mois, tu as une fiche de paye, eh bien, tu es réputé en CDI et il n'y a rien de noté. Donc, pour moi, même si on n'écrit même pas ta rémunération sur un contrat de travail, eh bien, il n'y a rien d'illégal en soi. Par contre, est-ce que c'est dangereux pour toi de ne pas réclamer que le variable soit précisé sur le contrat? Oui, parce que si demain, il décide de te dire finalement ton variable, au lieu que ce soit 10K, c'est 5K, bah tu vas être embêté. Donc moi, je serai à ta place, j'insisterai pour qu'on mette le montant du variable de manière claire et nette. Floby qui dit si on met fin à ta période d'essai et on te donne un mois de préavis et tu décides de pas le faire. Alors ça, j'ai pas compris parce qu'en général, t'as pas un mois de préavis quand on met fin à ta période d'essai. Il y a un délai de prévenance. Si c'est toi qui mets fin à ta période d'essai, bah c'est de 2 jours en tant que salarié. Et l'employeur, ça dépend la période d'essai qui a déjà été faite. Et donc, si tu décides de pas la faire, bah, il va juste te mettre en congé sans solde, je pense. Mais c'est lui qui a mis fin à ta période d'essai, donc il n'y a pas vraiment de raison qui te reproche de ne pas venir. Mais dans l'absolu, tu seras en absence injustifiée, mais le motif de rupture de ton contrat restera, à mon avis, la rupture de la période d'essai à l'initiative de l'employeur. Exactement, il y a Mimi qui nous dit toujours un écrit, ça protège Marina. Avec plaisir Marina pour la réponse. Hop. Floby qui dit t'es rémunéré. Rémunéré par qui pour faire quoi? Là, pour ce live, je ne suis pas rémunérée, non. Je le fais gracieusement pour vous aider. Souvent, quand je passe des entretiens d'embauche, on me demande mes prétentions et souvent, les employeurs me disent « nous avons des variables ». J'ai l'impression de me faire avoir. Est-ce que c'est le cas pour vous? Alors, bah non, pour moi, un variable, c'est pas forcément se faire avoir. Par contre, on se fait avoir dans un variable si on ne sait pas c'est quoi les conditions, les objectifs qui sont liés à ce variable. C'est-à-dire, oui, il y a un variable, mais
le patron à la fin de l'année, oh, toi ta tête j'aime bien, je te donne 10K, toi je t'aime pas, je te mets 5, toi je t'aime moyen, je te donne 7. Voilà, si c'est les variables comme ça, oui c'est de l'arnaque parce que tu sais jamais combien tu vas toucher. Si les objectifs sont clairs, ils sont factuels, on est d'accord avec, on peut les négocier, non, ça peut être totalement pertinent en fonction des professions que vous exercez, parce qu'il y a des professions où effectivement ça vaut le coup d'être motivé par un salaire et d'aller le chercher quoi. Donc les variables sont à prendre, ça dépend. Tina avec plaisir qui dit merci pour les lives, donc je suis ravie que ça vous parle. Moi j'ai par exemple dans mon dernier poste, j'avais 10% de variables, une partie du variable qui était liée à des objectifs de performance individuelle, une partie du variable qui était liée à des objectifs de performance collective, donc en fonction de si le groupe il atteignait certaines choses, mais c'était 10% de ma rémunération. Donc le 90% c'était du salaire fixe. Après, j'étais pas commercial par exemple. Donc il n'y a pas de raison non plus que 50% de mon salaire soit sur du variable. Après, il faut voir en fonction du type de poste que vous occupez et de la pertinence du variable ou pas. Et c'est quelque part normal, hein, si genre t'es commercial, toi tu closes 50 clients par jour et l'autre il en fait 2. Si à la fin du mois vous avez le même salaire, il y a de la frustration qui se crée et on trouve que c'est pas forcément normal. Moi je te rapporte X millions, toi tu me rapportes 2 euros. Pourquoi tu nous payes la même chose? Par contre, il y a des professions où, par exemple, on va être sur des professions administratives, où il n'y a aucun enjeu d'objectif quelconque, et tu veux nous mettre du variable. Pourquoi tu veux nous mettre du variable? Il va être lié à quoi ce variable? Donc, voilà, c'est en fonction de ça qu'on va analyser et négocier avec un employeur. Par contre, si c'est juste accepter et puis jamais rien négocier, ne prenez pas de variable. Justement, dans les précédents jobs, il y avait au moins un pourcentage, genre 10% du brut, mais là, ils disent que c'est dans des instances dédiées dans l'année que les montants sont précisés. Bah écoute, Marina, moi j'ai envie de dire, moi je le prendrais comme, dans ces cas-là, je négocierais ma rémunération, le prenant comme si c'était une prime de participation ou d'intéressement, où tu sais jamais exactement combien tu vas avoir, mais du coup c'est la cerise sur le gâteau, et du coup le gâteau il devra être quand même bien conséquent, et je vais pas en tenir compte en tant qu'élément de rémunération de base, quoi, parce que ça veut dire que c'est en fonction de ce qu'ils auront décrété qu'ils te donneront. Donc il n'y a rien d'illégal en soi, mais à toi de voir si ça fait partie de ta rémunération pour que tu te sentes payé à ta juste valeur, ou si au contraire va falloir ramer pour être au niveau, ou au contraire t'es déjà très bien payé avec ton salaire fixe, et ce variable là c'est juste un petit plus que tu pourras banquer, etc. Pour les CDD, si on a commencé depuis plus d'un mois sans avoir signé de contrat, alors c'est pas normal. Normalement, un CDD, tu dois avoir signé ton contrat avant même d'avoir démarré. Et moi, vraiment, je vous recommande de ne pas commencer à travailler sans avoir signé de contrat, parce que là, au final, peut-être qu'à l'oral, vous vous êtes dit, tu vas être touché 3000 euros. Et au final, à la fin du mois, tu vois sur ta fiche de paye que tu touches 1005. T'auras que tes yeux pour pleurer. Il n'y a aucun document qui prouve que t'as signé pour plus, quoi. Enfin, tu vois. Donc, faites attention. Ne commencez pas à travailler tant que vous n'avez pas de contrat. Est-ce que tu fais des cours de paye? Alors moi, je fais des cours de paye. Je propose une formation qui s'appelle Check ta paye top chrono. C'est une formation qui est exclusivement à destination des salariés. Donc pas à destination des gestionnaires de paye qui veulent faire de la production de paye, mais c'est à destination des salariés qui ont du mal à comprendre leur bulletin de paye, qui ont l'impression de se faire avoir des fois et qui veulent avoir une meilleure compréhension de leur fiche de paye sans devenir pour autant des experts en paye. L'idée, c'est de vous donner les clés, les outils, les bonus pour que en 5 minutes par mois à peu près, vous soyez en capacité de vérifier votre bulletin de paye pour un bulletin classique, et un peu plus de temps si vous avez eu de la maladie, des congés, etc. Donc c'est vous donner vraiment une méthodologie complète, et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me dire en DM ou à regarder sur le lien en bio, il y a la formation. Y a-t-il des sites fiables pour calculer le brut en net? Oui, vous avez le site de l'URSSAF qui est hyper pertinent si vous voulez calculer votre salaire brut en net. Vous tapez salaire brut net URSSAF sur Google, vous allez tomber sur ce site-là, il est très bien. J'ai eu une prime de 705 € brut et j'aimerais savoir en net ce que ça donne. Donc ouais, après simule la totalité de ton salaire et pas uniquement la prime, parce qu'en fonction de la globalité du salaire, ça peut avoir un impact sur certaines cotisations qui peuvent se déclencher ou pas.
J'ai eu 2 contrats avec 48 jours d'inactivité. On me dit que j'ai pas le droit à la prime. Quelle prime? Est-ce que tu parles de bulletin de paye là? Adim qui me dit des conseils pour se faire payer ses CP acquis en arrêt. Les entreprises préfèrent les prud'hommes que de nous payer. Clairement, faut être prêt à aller au prud'homme, les gars. Parce que, en fait, là, sur les congés payés, j'ai d'ailleurs fait une newsletter à ce sujet. On peut remonter à 2009. On peut remonter à 2009 si vous avez eu des arrêts de travail. Entre 2009 et aujourd'hui, potentiellement, vous avez un patron actuel ou un ancien patron qui vous doit des sous pour vos congés payés. Donc, n'hésitez pas à les réclamer, premièrement. Deuxièmement, vous comprenez bien que les entreprises, là, elles ont la loi. Elles ont toutes les règles applicables pour faire correctement leur régularisation pour les salariés qui ont été en arrêt maladie et qui n'ont pas reçu leur congé payé quand ils étaient en arrêt maladie. Elles ont toutes les règles et elles ne font rien. Pour la plupart, elles font le jeu du pas vu, pas pris. Si tu réclames pas, tu n'auras rien. Et donc, en fait, s'ils voient pas dans ton regard l'œil du tigre en mode « je vais aller jusqu'au prud'homme, les gars. Je vais aller jusqu'au prud'homme et je vais pas vous laisser avec mon argent », ils vont jouer à l'usure pour que tu n'ailles nulle part. Donc, Adim, j'ai pas de conseils pour te faire payer tes CP sans sortir l'avocat, sans sortir, l'inspection du travail, sans aller au litige si devant toi, tu as des gens qui veulent aller au litige. Le truc, c'est y aller en gradation. T'envoies un mail. Si au mail, on répond pas, on t'envoie balader. T'envoies un courrier recommandé avec accusé de réception. Si tu n'as pas de retour, tu passes par un avocat. Si t'as pas le budget pour prendre un avocat, tu passes par l'inspection du travail et par tes délégués syndicaux. Et tu vas jusqu'au prud'homme. Et comme la Cour de cassation, elle a déjà casser les arrêts, que la loi, elle est claire et limpide, tu vas gagner. Mais ça va mettre X mois, voire X années. Et ils savent que sur tous les salariés qui leur doivent de l'argent, il y en a qui n'iront pas jusqu'au bout. Donc, vaut mieux qu'ils préfèrent aller au prud'homme. Et sur le tas, ça leur coûte vraiment cher. Comment j'ai fait ça encore? Ça me saoule à chaque fois. Je me fais avoir avec ce truc. C'est un truc de malade. Je sais pas comment je fais ça. Mais bon, c'est pas grave. Alors... La prime de fin de contrat. J'ai eu 2 contrats avec 48 jours d'inactivité. On me dit que j'ai pas le droit à la prime de fin de contrat. Donc 2 contrats CDD avec 48 jours d'inactivité. Donc tu as eu un premier contrat CDD. Tu as eu la prime de fin de contrat. Et ensuite, tu as eu 48 jours où tu n'as pas travaillé. Tu as eu un nouveau contrat. Et là, on te dit que tu n'as pas le droit à la prime. Ça me semble un peu bizarre. Je sais pas pourquoi tu n'aurais pas le droit à la prime, mais là je suis pas avocate et j'ai pas vu les contrats, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Faudrait que tu vois avec le service de renseignement droit du travail, c'est le service de l'inspection du travail, et tu leur demandes. Mes dates d'absence maladie ne correspondent pas à mes arrêts maladie, est-ce normal? Je vois pas pourquoi ils correspondraient pas, non, ça me semble pas normal comme ça. Je suis en période d'essai AAJC 93. Je sais pas. Est-ce que tu as mis un autre message? Je vois pas à quoi il est lié. Je suis en période d'essai. Je suis en période d'essai, j'ai envie de partir, mais je veux pas de préavis, c'est possible. En fait, un salarié, quand il est en période d'essai, le délai de prévenance, il est de 2 jours. Donc, tu as 2 jours à accorder à l'employeur. Alors, si vraiment tu veux pas les faire, et que tu viens plus après avoir rompu ta période d'essai à ton initiative, tu viens plus. Et le risque que tu as, c'est que ton employeur te traîne devant les prud'hommes pour te demander de lui payer les 2 jours de travail que tu n'as pas fait. Donc voilà, le pire que ça peut te coûter, c'est 2 jours de salaire. Mais là, la seule chose qu'il va faire, c'est qu'il va retenir les 2 jours que tu n'auras pas fait de ta paye, en fait, et il va rompre le contrat. Donc, il n'y a pas vraiment de période de préavis pour les personnes qui rompent à l'initiative du salarié en cours de période d'essai. L'ARH s'est trompée sur le mois de mai, elle a donc décalé toutes mes absences jusqu'au mois d'août. Ça me permet... Ça permet de... C'est bizarre. J'ai pas compris, Romane. Mais du coup, faut voir, parce qu'elle s'est trompée depuis combien de temps? Pourquoi tes absences vont jusqu'au mois d'août? T'as été absent combien de temps? Bonjour, le 13e mois est payé quand? Le 13e mois, ça dépend de l'accord de 13e mois ou de ta convention collective. Les 13e mois, ils sont pas payés partout pareil et tout le monde n'a pas de 13e mois.
Bonjour ma belle, ma DG me propose de me faire racheter mes RTT. Est-ce une pratique courante? C'est une pratique qui arrive, le rachat de jours de RTT, notamment pour les personnes qui sont en forfait jour et qui ont dépassé leur forfait, et on va leur racheter des jours de RTT, c'est-à-dire leur payer un peu des jours supplémentaires de travail qu'ils ont fait. Donc voilà, tu peux accepter. Ça suppose que il y a beaucoup de travail et que tu as dû travailler plus que le temps de travail pour lequel il y avait sur ton contrat. J'ai l'entreprise où je bosse depuis le 1er octobre qui a fait un POUI. POUI, je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu peux me traduire, Lady Grace? En période d'essai, si j'arrête le contrat à mon initiative, est-ce que j'ai droit au chômage? Ça dépend, mais dans la plupart des cas, non. Parce que de base, le motif j'arrête le contrat à mon initiative en période d'essai n'ouvre pas droit au chômage. Par contre, si ça survient 65 jours, donc si tu as fait moins de 65 jours dans ton poste et que le motif précédent de départ dans ta précédente entreprise te donnait droit au chômage, là, tu pourras avoir le chômage. Donc, par exemple, si je donne un exemple, tu as eu un licenciement dans ta boîte précédente, tu acceptes un nouveau poste, et quand tu vas accepter ce nouveau poste, eh bien, ce nouveau poste, au bout de 3 semaines, tu te rends compte que c'est pas fait pour toi, tu romps la période d'essai, le Pôle emploi, il prend le motif des 65 derniers jours précédents. Enfin, c'est encore dans la période des 65 jours, donc il va prendre le motif licenciement économique et tu auras droit au chômage. Par contre, si c'est 3 mois après que tu mets fin à la période d'essai, là, tu auras plus droit parce que c'est un motif qui n'ouvre pas le droit au chômage. Euh... Sauf que du coup, j'ai un mois où elle a déclaré 2 mois d'absence sur un bulletin de salaire. Je n'ai rien compris, Romane, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que si un employeur fait une erreur sur un bulletin de salaire, par exemple, il a oublié de vous déduire une absence et après vous déduit 2 mois d'absence, il peut pas faire ça. Il peut pas vous retenir parce qu'en fait, ça va être considéré comme une avance en gros sur salaire qu'il vous a faite et il doit retenir au maximum 10% de votre salaire net. Donc si c'est le cas et qu'elle t'a mis du coup un salaire net négatif parce qu'elle t'a enlevé 2 mois de salaire parce que le mois précédent, elle a oublié de te déduire du salaire et que c'est ça que tu me dis, normalement, elle n'a pas le droit de faire ça parce que sinon, forcément, ça te met dans la panade. Alors, je regarde les messages. Awa, pourquoi lorsqu'un salarié est en contrat pro, il n'y a pas de précarité? Parce que le contrat pro, c'est pas un contrat précaire. En fait, les contrats de professionnalisation, c'est considéré comme un contrat de quelqu'un qui est soit en reconversion, soit en train de se former. Et c'est comme les contrats étudiants, les contrats saisonniers, les contrats d'apprentissage. On considère que c'est pas des contrats précaires. Ce qui est précaire, c'est vraiment les CDD, accroissement temporaire d'activité, mission d'intérim, etc. Donc ils considèrent que ça, t'es pas précaire. T'es juste en train de te former, donc voilà. Dans une mission d'intérim, on me propose un CDI, mais en train de perdre mes indemnités de fin de mission. Est-ce normal? Oui, en fait, ça va dans le même sens, parce que l'indemnité de fin de mission, c'est la même chose que la prime de précarité. Et en fait, si on te propose un CDI, tu n'es plus en précarité, tu n'es plus en situation précaire et donc tu passes en CDI. Par contre, l'avantage, c'est que tu gardes l'ancienneté que tu as eue pendant la mission d'intérim. Donc si tu veux vraiment pas perdre ton indemnité de fin de mission, tu peux demander à avoir la fin de ta mission, avoir quelques jours sans travailler pour l'entreprise et un nouveau contrat en CDI qui démarre après, mais l'entreprise elle n'est pas obligée d'accepter. Donc voilà, faut voir le bénéfice-risque, mais c'est pas obligé. Elle me le propose comme un complément de salaire, mais au risque de perdre les jours de repos. Non. Alors, Molo, je sais pas de quoi tu me parles. Oui, c'est pas un complément de salaire, Molo. Hein. Le fait de racheter tes jours de RTT, c'est certainement que du coup tu travailles plus, donc c'est comme des heures supplémentaires en fait, ou des jours supplémentaires de travail. Mais c'est pas un complément de salaire au sens on t'augmente ou on te verse un bonus, puisque du coup t'as travaillé plus pour l'avoir. Alors je vais voir côté TikTok.
France Travail verse le POEI à quelle date? Lady Grace, je suis pas spécialiste de France Travail, donc je sais pas c'est quoi le POEI. Est-ce que tu peux me dire, ça veut dire quoi? C'est le sigle pour quoi? C'est quoi le POEI? Justement, c'est un POEI. Comment monter un dossier emploi franc? Je suis actuellement sur ce dossier. Momo, je connais pas les emplois francs. Je sais pas ce que c'est. Je démissionne sans effectuer mon préavis. Qu'est-ce que je risque? Sab, si tu démissionnes sans effectuer ton préavis, ton employeur t'attaque au prud'homme, il peut te demander de payer les salaires qu'il aurait dû te payer pendant toute la durée des préavis. Ça peut être une des sanctions que tu risques. Donc, si tu as 3 mois de préavis, tu peux devoir 3 mois de salaire à ton employeur, potentiellement. Franchement, pour le dossier emploi franc, n'hésitez pas à vous rapprocher du pôle emploi ou d'un conseiller en évolution professionnelle. Ces contrats un peu spécifiques, je ne les maîtrise pas, donc je ne saurais pas vous dire comment ça fonctionne. Je bosse en communication événementielle et je bosse en communication et la communication événementielle me permet d'avoir de la récupération, mais encore faut-il avoir assez d'événements, j'ai peur. Ok. Ouais, oui, donc c'est par rapport au fait que tu vas manquer de RTT et que après tu vas pas avoir assez de repos. Ouais, le rachat de jours de RTT, c'est à double tranchant, hein. Ça veut dire qu'effectivement, tu vas bosser plus que si tu as des jours de congé en plus, quoi. Avec plaisir. Alors, juste pour vous dire, on arrive à la fin du FAQ Paye ta carrière. J'en ai fait un super long cette fois-ci. D'habitude, je fais plus court. Mais il y avait du monde ce soir, donc ça fait plaisir. J'ai posé ma démission le 10 octobre. Mon employeur tarde à me répondre. Combien de temps puis-je encore attendre? Ça veut dire quoi, t'as posé ta démission? Parce que pour moi, poser sa démission, c'est envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception qui dit « Je démissionne en date du 10 octobre ». Et si le courrier il arrive le 10 octobre, tu as démissionné à partir du 10 octobre, tu es juste en train de faire ton préavis et tu pars à la fin de ton préavis. Donc, surtout, ce que vous ne faites pas, c'est juste dire à votre employeur « Je démissionne » sans avoir donné une lettre remise en main propre contre des charges ou avoir envoyé un courrier recommandé. Pourquoi? Parce que si l'employeur tarde à vous répondre, c'est peut-être parce que lui, il a grave besoin de toi et qu'il veut pas devoir partir et du coup, il gagne du temps et après, toi, tu n'auras pas de preuve que tu as bien posé ta démission. Et le risque, c'est que quand tu vas partir, on va dire « Hey gars, tu me dois encore 3 mois de préavis ». Sauf que le début du préavis, il faut que tu aies une preuve qu'il est démarré. Donc le début du préavis, c'est le courrier recommandé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Attends. Il est con ce truc sur... Excusez-moi. Il a failli arrêter mon live sur TikTok, il est relou. Donc, comment... Ouais, j'ai posé ma démission le 10 octobre, mon employeur. Donc ça, oui. Alors, attends. Ouais, Lady Grace, désolée, je sais pas ce que c'est. Peut-être que si la semaine prochaine, j'ai le temps de regarder, on en reparle si t'es là, en live. Je fais 160 heures de travail par mois, je touche 12,62 € par heure brute. C'est quoi la question, Pop Smoke? Est-ce possible de faire un abonnement poste pour suspension CDI pour alternance? J'ai pas compris la question. Un avenant pour suspendre un CDI pour alternance? Bah après, tu peux faire... Si la question c'est t'es en CDI et tu voudrais quitter, tu veux faire l'alternance où? Dans la même entreprise? Dans une autre entreprise, Dounia? Comment je peux faire pour être dispensée dans ce cas-là du préavis? Il n'y a que la négociation. Il faut négocier avec ton employeur pour qu'il accepte de te faire une dispense de préavis ou une réduction de préavis. S'il n'est pas d'accord, tu es obligé de faire ton préavis. Pop Smoke, je ne suis pas une calculatrice, je peux pas te dire, mais tu as un simulateur BrutNet qui peut te permettre, tu tapes simulateur BrutNet URSSAF, tu mets ton salaire brut et après il va te calculer automatiquement le salaire net, il va te proposer quelques questions par rapport à est-ce que tu es en CDI, est-ce que tu es en CDD, ton nombre d'heures, etc. Et il va te dire combien tu vas toucher net. Hop. La team, je vais vous laisser... Je vais vous souhaiter une belle soirée. J'ai des salariés qui ont accepté leur salaire à doubler mais fini les RTT. Alors ouais, si c'est convertir des RTT par du salaire, bah faut bien calculer que le montant qu'on te propose pour
le RTT correspond bien au montant de salaire qu'on te propose et que c'est bien un avantageux pour toi et que on n'est pas en train de t'arnaquer un petit peu, quoi. L'avenant pourra être fait sur le CDI même si c'est en suspension. Je sais pas ce que tu entends par faire le CDI, il est en suspension. Il est en suspension comment? T'es en congé parental? T'es en congé sabbatique? C'est quoi la suspension de ton CDI? Je fais une suspension avec eux et je change de poste bientôt car je fais une alternance avec eux. Bah ouais, je sais pas c'est quoi que t'appelles suspension, c'est-à-dire que t'as fait un congé sabbatique de ton CDI et ensuite tu fais une alternance avec eux avec un autre contrat, un contrat pro et tu changes de poste. En tout cas, tu peux toujours signer des avenants à ton contrat de travail, il n'y a pas de raison. Ça marche. Suite à une discrimination raciale, j'ai posé un arrêt maladie pendant que je cherche du travail. Voilà. Bah écoute, je te souhaite du courage. Après, voilà, l'arrêt de travail, normalement, c'est pas un moment où t'es en travail. Tu peux pas travailler, donc faudra bien arrêter. Quand je partais, mon patron ne m'a pas payé tout mon salaire ainsi que mes congés payés. Amédine, n'hésite pas à te renseigner auprès du service de l'inspection du travail et à voir avec un avocat pour récupérer tes droits. Parce que ouais, c'est pas normal. Il faut que tu contestes au plus vite ton solde de tout compte pour récupérer tes sous. Lucie, tu m'as dit, tu conseilles quel domaine? Quel domaine, pourquoi? Je crois que j'ai raté un bout. Avec plaisir, Marina. Mimi qui dit, malgré la fatigue de la journée, j'ai appris des choses. Dernière question, Awa, si possible, j'envisage de prendre un congé sabbatique pour tenter un taf en Suisse pendant un an. Mauvaise idée, tu penses? Bah non, je vois pas pourquoi, Molo. C'est une bonne idée, au contraire. Un congé sabbatique, ça te permet de garantir que ton poste reste intact si jamais ça se passe pas bien en Suisse. Et en Suisse, ils payent beaucoup mieux qu'en France. Donc non, fonce. Go, c'est une bonne idée. Après, bien sûr, fais les recherches, fais tout correctement. Mais oui, moi, je vois pas pourquoi ce serait une mauvaise idée comme ça. Je suis en formation pour devenir gestionnaire de paie. Que penses-tu des matrices Excel? Bah, les matrices Excel, pour moi, c'est bien, c'est utile si vous les faites vous-même et que vous les maîtrisez. Parce que du coup, si tu n'y comprends rien et que tu sais pas la maîtriser, c'est compliqué. Mais par contre, une matrice Excel, c'est pas fait pour que du coup quelqu'un d'autre le fait, etc. Mimi Chérichou, oui, je fais ça tous les lundis, les questions-réponses, en fonction du temps que j'ai, de l'énergie, de la motivation que j'ai. Ça dure entre 20 minutes et 1 heure. Aujourd'hui, je dis c'est une bonne journée. mais voilà. Mais ouais, je suis là. Et en fait, le vendredi, j'ouvre une boîte à questions. En fait, vous pouvez venir me poser des questions. Et c'est sûr qu'au moins, les 5 questions que je sélectionne de cette boîte à questions, je prends le temps d'y répondre en direct quand je viens ici. Et ensuite, en fonction du temps que j'ai, de l'énergie que j'ai, je prends aussi les questions des personnes qui sont là en direct. Voilà. Si vous voulez augmenter vos chances d'avoir une réponse à vos questions, vous venez le vendredi dans ma boîte à questions et en plus, vous venez en direct le lundi soir. Il y a Mimi qui te dit « Fuis, sois pas GP, t'as plus de vie après. » Diop Amédine, je t'ai répondu, il faut vraiment que tu contactes le service de l'inspection du travail ou un avocat pour contraindre ton employeur à te verser les sommes qu'il te doit. Quel est le délai pour contester un solde de tout compte et réclamer la totalité des heures supplémentaires pas intégralement payées? Le délai standard, si vous n'avez pas signé votre reçu pour solde de tout compte, c'est 3 ans pour les éléments de salaire comme les heures supplémentaires ou les congés, etc.
Ma nièce est en congé parental, peut-elle faire pour passer d'un CDI à une alternance sans faire une démission? Alors pour moi, en congé parental, normalement, tu ne peux pas travailler. Hein. T'es en congé parental, donc je suis pas sûre que tu puisses faire une alternance pendant un congé parental sans avoir démissionné. Vaut mieux qu'elle se mette dans ces cas-là peut-être en congé sabbatique qui autorise, mais le congé sabbatique, faut bien le poser parce que l'employeur peut le refuser ou le décaler une première fois. Ça marche? Bon, la team, je vous laisse pour ce soir. On se dit lundi prochain pour ceux qui ont des questions. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. On est en live tous les lundis soirs. Je fais aussi des lives thématiques avec des invités ou toute seule sur des sujets hyper intéressants, la négo de salaire, etc. Et pour cette fin du mois d'octobre et pour la période d'Halloween, j'ai prévu une petite animation qui va grave vous plaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions, eh bien, on est là la semaine prochaine avec grand plaisir. Si vous avez besoin vraiment qu'on regarde votre fiche de paye, qu'on vous aide là-dessus, il y a le service que Check Ta Paye propose de faire analyser votre paye par un gestionnaire de paye dont c'est le métier qui est expert. Donc n'hésitez pas aussi à faire appel à nos services. Et si vous voulez vous former pour savoir vous débrouiller sur votre fiche de paye, n'hésitez pas à regarder du côté de mes formations. Voilà, très belle soirée à vous et puis à bientôt.